Bonjour chers étudiants, donc comme vous le savez, peut-être ces conditions qui sont un petit peu exceptionnelles, donc nous poussent nous aussi à nous adapter et à vous livrer des cours dans des conditions elles aussi un petit peu exceptionnelles. Donc ce cours, il est destiné essentiellement aux étudiants de première année, semestre 2, droit en langue française, mais il peut servir aussi aux étudiants de première année, droit constitutionnel en langue arabe, bien évidemment. Donc, durant ce cours, nous allons traiter l'un des thèmes essentiels de la théorie générale du droit constitutionnel, à savoir les systèmes politiques, bien évidemment. Donc, sauf que, comme vous le savez peut-être, on ne peut pas parler des systèmes politiques, les différents systèmes politiques qui existent, à savoir le système parlementaire, le système présidentiel, le système d'assemblée et le système mixte, sans parler au préalable, bien évidemment, du principe de la séparation des pouvoirs. Car c'est la façon d'appliquer ce principe et de traduire ce principe dans la pratique qui fait la particularité d'un système politique, bien évidemment. Donc, la conception moderne de ce principe a été formalisée par deux grands théoriciens, à savoir John Locke d'une part et Montesquieu d'autre part. Et la diversité des systèmes politiques trouve son origine dans les interprétations diverses et variées, et parfois même, je dirais, contradictoires, de l'œuvre de Montesquieu en la matière, bien évidemment. Donc, parler de l'expression théorique de la séparation des pouvoirs nous amène à faire la distinction entre deux conceptions qui ont été développées, comme je viens de l'indiquer, par le penseur anglais John Locke d'une part et le philosophe français Montesquieu d'autre part. Même si, bien évidemment, on peut remonter loin dans le temps pour rencontrer les prémices de ce principe de la séparation des pouvoirs chez Aristote, par exemple, mais comme je viens de le dire, la formulation moderne a été présentée par John Locke d'une part et Montesquieu d'autre part. Donc, je vais essayer d'une manière succincte et brève de présenter les deux conceptions modernes en la matière. Donc, premièrement, la conception qui a été développée par John Locke. Il faut d'abord savoir que cette conception, bien évidemment, a été formalisée, a été théorisée par John Locke dans des conditions un petit peu particulières que traversait le système politique anglais, à savoir les luttes acharnées pour le pouvoir politique entre l'institution monarchique d'une part et l'institution parlementaire d'autre part. Donc, c'est dans ces conditions-là que John Locke a défendu une conception particulière de la séparation des pouvoirs. Donc, cette conception qui a été développée et défendue par John Locke avait bien évidemment une finalité qui n'était rien d'autre que la défense de la suprématie de l'institution parlementaire au sein du système politique anglais, bien évidemment. Donc, selon John Locke, il convient de faire la distinction entre trois pouvoirs, trois institutions dans l'État: le législatif, l'exécutif et le fédératif. Donc, à ce dernier pouvoir revient la tâche de régler les rapports de l'État avec les puissances étrangères. L'exécutif et le fédératif sont confiés à l'institution monarchique. La société, quant à elle, conserve, selon John Locke, le pouvoir législatif qui est exercé par un parlement élu par les citoyens, celui-ci devant veiller en particulier, toujours selon la conception de John Locke, au respect des droits et des libertés des individus. Mais pour John Locke, cette conception de la séparation des pouvoirs
ne doit nullement signifier une quelconque égalité juridique entre les pouvoirs, car il estime que le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir exécutif, car il représente la volonté populaire, bien évidemment. Donc, juste une petite précision, il faut préciser que cette idée qui a été défendue par John Locke, à savoir que la séparation ne signifie nullement une égalité juridique entre les pouvoirs, s'insère bien évidemment dans le grand projet politique voulu et défendu par John Locke à l'époque, à savoir la défense d'un système parlementaire caractérisé par une certaine hégémonie de l'institution parlementaire et la relégation de l'institution monarchique à un rang secondaire. La deuxième conception concernant ce principe de la séparation du pouvoir, et bien évidemment, c'est la conception qui a été voulue, théorisée, défendue par Montesquieu. Et d'ailleurs, dans l'une des parties les plus célèbres de son ouvrage, de son œuvre même, L'Esprit des lois, publié en 1748, Montesquieu reprend en quelque sorte la conception qui a été mise en évidence par l'histoire constitutionnelle britannique et formulée à sa façon par John Locke. Mais pour Montesquieu, il doit exister au sein d'un système politique 3 pouvoirs séparés. Le législatif qui fait la loi, l'exécutif qui les applique de manière générale et le judiciaire qui les applique de manière particulière afin de régler bien évidemment les litiges qui sont portés devant les tribunaux. Donc chacun de ces pouvoirs, ou de ces 3 pouvoirs plus exactement, doit être confié à un organe indépendant et distinct des 2 autres. Ainsi, la puissance législative est exercée par les représentants du peuple, la puissance exécutive, quant à elle, est exercée par le monarque, alors que la puissance de juger est confiée à des gens ordinaires qui composent les jurys caractéristiques du système judiciaire anglais, bien évidemment. Néanmoins, il faut préciser que Montesquieu ne préconise pas une totale indépendance des organes exerçant les différentes fonctions. Et ceci, bien évidemment, afin d'éviter la paralysie de l'État qui peut être provoquée par d'éventuels conflits entre ces institutions ou entre ces organes. Ainsi, pour l'auteur de L'Esprit des lois, seul l'établissement d'une véritable collaboration entre les pouvoirs peut aboutir à réaliser la finalité de cette séparation des pouvoirs qui n'est rien d'autre que la sauvegarde des droits et des libertés des individus. Concernant cette conception qui a été défendue par Montesquieu, elle apporte 2 éléments essentiels. Le premier, c'est que pour la première fois, peut-être, Montesquieu substitue à ce 3e pouvoir chez John Locke, qui est le pouvoir fédératif, un pouvoir judiciaire. Donc, c'est la reconnaissance d'un pouvoir judiciaire indépendant à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, même si, comme nous aurons l'occasion de le voir peut-être, ce pouvoir judiciaire, selon Montesquieu, ne peut être que la bouche de la loi, c'est-à-dire une institution qui se limite à une application pure et stricte de la loi votée et voulue par les représentants de la nation, à savoir le pouvoir législatif. Le deuxième apport essentiel de cette conception défendue par Montesquieu, c'est qu'il s'agit d'une conception qui affecte
à cette division ou à cette séparation du pouvoir une fonction précise. Cette fonction précise de la séparation du pouvoir, selon Montesquieu, ne peut être autre chose que la garantie des droits et des libertés des individus. Donc, la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu, n'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen, c'est une technique qui doit permettre la sauvegarde, qui doit permettre le respect des droits et des libertés politiques des individus, bien évidemment. Donc, pour Montesquieu, il faut diviser le pouvoir afin d'empêcher ce dernier de devenir arbitraire et tyrannique. Les droits et les libertés des citoyens ne peuvent être garantis que dans la mesure où les trois fonctions de l'État, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, se trouvent confiés à trois organes distincts et suffisamment indépendants. Donc, voilà ce qu'on peut dire d'une manière très brève de cette conception théorique du principe de la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, il faudrait rajouter que cette conception théorique de la séparation du pouvoir va être enrichie, bien évidemment, par les différentes révolutions que va connaître le monde occidental, à commencer par la révolution anglaise de 1688, ensuite par la révolution américaine de 1775 et la révolution française de 1789. Donc ces révolutions et les textes qui ont été élaborés suite à ces révolutions vont bien évidemment consacrer ce principe de la séparation des pouvoirs, même si la pratique par la suite a démontré que ces conceptions révolutionnaires de la séparation des pouvoirs, bien évidemment, ont démontré leurs limites étant donné la séparation totalement stricte, totalement tranchée qui a été voulue par ces révolutionnaires et notamment par les révolutionnaires en France en 1789. Et la preuve, c'est que la première constitution qui a été adoptée en France à la suite de la révolution de 1789, c'est-à-dire la constitution de 1791, ne durera pas longtemps, bien évidemment, et la cause revient d'une manière directe à cette conception tranchée, à cette conception stricte de la séparation des pouvoirs qui ne permettait aucun chevauchement, aucune collaboration entre les pouvoirs, ce qui a conduit à l'effondrement du système politique français qui a été fondé sur les principes de la première constitution post-révolutionnaire, à savoir la constitution de 1791. Donc, cette conception théorique du principe de la séparation des pouvoirs va conduire à la naissance de deux modèles contemporains de séparation des pouvoirs. Un modèle américain d'une part, ce modèle américain d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui puisqu'il trouve son fondement dans la Constitution américaine de 1787 et en second lieu un modèle européen. Ce modèle européen bien évidemment qui va naître à la suite des révolutions, comme je disais tout à l'heure, que va connaître l'Europe, et notamment à partir de la Révolution française de 1789, mais ce modèle européen en général va se transformer, va se métamorphoser au fur et à mesure de l'évolution des rapports de force entre les différentes institutions au sein du système politique, bien évidemment. Donc, concernant le premier modèle, à savoir le modèle américain de la séparation des pouvoirs. Donc, il faut savoir que ce modèle américain de la séparation du pouvoir est un modèle qui est bâti sur l'affirmation d'une division tripartite des pouvoirs, c'est-à-dire une séparation entre trois institutions constitutionnelles, à savoir
le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ce qu'il faut relever concernant ce modèle américain de séparation des pouvoirs, c'est que l'expérience américaine va consacrer pour la première fois l'existence d'un véritable pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire ou ce pouvoir juridictionnel qui va être considéré comme égal aux deux premiers, à savoir un pouvoir égal à la fois au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Le principe de la séparation des pouvoirs, selon le modèle américain, est basé en grande partie sur la fonction régulatrice jouée par le pouvoir juridictionnel. Et bien évidemment, afin d'éviter l'arbitraire du pouvoir, suppose en toutes circonstances l'existence d'un organe capable bien évidemment de résoudre les conflits institutionnels et de garantir les droits fondamentaux des individus. Donc, ce rôle confié au pouvoir juridictionnel à la fois pour régler les conflits ou les litiges institutionnels d'une part et de garantir les droits et les libertés des individus d'autre part a été revendiqué par le juge lui-même, par le pouvoir judiciaire lui-même, par la Cour suprême américaine dès le fameux arrêt de Marbury contre Madison de 1803. Cet arrêt est symbolique dans la mesure où c'est par une simple interprétation des dispositions constitutionnelles qui accordent au pouvoir judiciaire de garantir les droits et les libertés des individus que la Cour suprême américaine a interprété les dispositions constitutionnelles en faveur de l'exercice d'un contrôle sur la production normative du pouvoir politique, bien évidemment, que ce soit la production normative de la part du pouvoir législatif ou la production normative de la part du pouvoir exécutif, et notamment par le président des États-Unis d'Amérique, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce modèle américain, il est basé sur une stricte séparation, une stricte division entre trois institutions constitutionnelles, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, que cette séparation tranchée entre les pouvoirs accorde une place déterminante en faveur du pouvoir judiciaire, ce pouvoir judiciaire qui doit assurer deux fonctions essentielles, à savoir, je disais, résoudre les conflits institutionnels d'une part et garantir les droits et les libertés des individus d'autre part. Le deuxième modèle contemporain de séparation des pouvoirs, c'est le modèle européen. Et je disais au début que ce dernier a connu une évolution notable et par conséquent, on peut dire aujourd'hui que ce modèle européen a franchi et passé par 4 étapes essentielles. La première étape, c'est ce qu'on peut appeler une conception classique de division bipartite des pouvoirs, c'est-à-dire une conception basée essentiellement sur une séparation entre le pouvoir législatif d'une part et le pouvoir exécutif d'une part. Et d'ailleurs, l'ensemble des États d'Europe continentale, à l'image de la France en particulier, ont souvent conçu la séparation des pouvoirs comme un face-à-face entre le législatif d'une part et l'exécutif d'autre part.
Ainsi, le pouvoir judiciaire est, notamment après la Révolution de 1789, est considéré comme étant rattaché à l'exécutif et non pas comme un pouvoir autonome et indépendant des deux autres pouvoirs constitutionnels. La deuxième étape va être inaugurée notamment par les textes constitutionnels qui vont être adoptés un petit peu partout en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, par exemple, la Constitution française de la 4e République, celle de 1946, la Constitution allemande de 1949, la Constitution italienne de 1947. Donc, ces constitutions vont toutes aller dans le sens de la reconnaissance d'un troisième pouvoir, à savoir le pouvoir judiciaire en tant que pouvoir autonome, indépendant des autres pouvoirs constitutionnels, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La troisième étape dans l'évolution de ce modèle européen de la séparation du pouvoir est caractérisée par une certaine montée en puissance du pouvoir juridictionnel, grâce notamment à cette vague de généralisation des juridictions constitutionnelles, c'est-à-dire des cours constitutionnels et leur jurisprudence en faveur de l'indépendance de la justice. Et d'ailleurs, si on peut se référer juste à l'expérience française et à la jurisprudence qui a été élaborée par le Conseil constitutionnel français, on va rencontrer un nombre important de décisions qui vont dans le sens de la reconnaissance et de la confirmation de cette indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, bien évidemment. Quatrième et dernière étape dans le processus de transformation de ce modèle européen de séparation des pouvoirs, c'est ce qu'on peut appeler par l'infléchissement de ce modèle européen de séparation du pouvoir du fait de la confrontation actuelle entre majorité et opposition qui s'est substituée au fur et à mesure à ce dualisme traditionnel opposant pouvoir législatif d'une part et pouvoir exécutif d'autre part. Et dans ce cas de configuration, la régulation du système politique est assurée par le pouvoir juridictionnel et les mécanismes du contrôle de constitutionnalité, bien évidemment. Donc, encore une fois, la transformation de ce modèle européen de séparation du pouvoir est due en grande partie à certaines réformes constitutionnelles, d'une part, qui vont consacrer et qui vont reconnaître le pouvoir judiciaire en tant que pouvoir indépendant, et d'autre part, grâce à la jurisprudence du juge constitutionnel qui va confirmer encore et davantage cette indépendance et cette autonomie du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs constitutionnels.